Il y a une illusion que j'appelle l'illusion moderniste, qui est de penser qu'on peut rompre avec son milieu social, rompre avec ses parents. Les liens familiaux sont indéfectibles. Même quand on décide de rompre avec sa famille, on reste toujours le fils ou la fille d'eux. Rien n'est plus blessant que de se voir réduit à sa famille. Par exemple, quand le conjoint nous lance « tu es exactement comme ta mère ». On peut se retrouver en porte-à-faux avec ceux qui disent « moi, dans ma famille, on s'entend à merveille ». Mais c'est une forme d'acceptation que de répondre « chez moi, c'est différent ». La famille. Elle représente pour moi une source inépuisable d'amour, mes racines, une maison avec jardin en Bavière où je suis toujours la bienvenue et où je peux me ressourcer. Pourtant, j'en suis partie très tôt et je vis aujourd'hui à 700 km de ma famille, à Berlin. Cette distance me fait souvent du bien, car lorsque je suis chez mes parents, je redeviens vite l'ado immature d'autrefois, et chacun renoue avec son rôle d'alors. Ronia, tu viens manger? Comment maintenir une bonne relation avec ses parents et sa fratrie, et un juste équilibre entre proximité et distance? Pour Maria Kaufmann, la famille, c'est sacré. Tout comme la solidarité entre les générations, puisqu'elle, son mari, ses 3 fils et sa mère vivent sous le même toit. Maria a également 7 frères et sœurs et une immense famille au sens large. Sans compter l'entreprise familiale, un studio de photographie fondé par ses grands-parents il y a presque un siècle. Quelle importance revêt la famille dans sa vie et comment a-t-elle fini par trouver le bonheur au sein de son clan? Volker Kitz est juriste de formation et écrivain. Il a écrit un livre sur sa relation avec ses parents et sur le poids de la responsabilité qu'il a ressentie lorsque son père a développé une démence. Que provoque en nous le vieillissement de nos parents? Que leur devons-nous? Et comment réussir à gérer son histoire familiale? Les relations familiales sont sans doute celles de tous les superlatifs. Ce sont des jalons importants dans nos parcours de vie. Et celles avec nos frères et sœurs perdurent généralement le plus longtemps. Séance photo dans l'atelier familial. Maria Kaufmann et les siens sont aujourd'hui réunis pour se faire tirer le portrait. Stefan, le mari de Maria, est photographe dans l'entreprise familiale. La plupart des membres du clan travaillent ou ont travaillé ici. Super! Il n'y a que grand-maman qui est toujours aussi magnifique. Nous sommes les héritiers d'un passé. Mais ce passé n'a pas commencé à la naissance. Avant cela, on a eu des aïeux, des grands-parents, des arrière-grands-parents, qui ont eu des valeurs, qui ont vécu des choses, des aventures, des blessures, des humiliations, des échecs. Et ensuite, quand on était petit, on a grandi en entendant parler de tout ça. On reçoit tout ça. Fondamentalement, la famille peut nous rendre la vie très difficile. Nous entretenons avec elle des liens de dépendance. En thérapie, les patients parlent beaucoup de leur famille, de l'influence qu'elle exerce sur eux. Maria s'est très tôt demandé quelle était sa place dans cette famille XXL. Au lieu de suivre la tradition familiale et de rejoindre le studio de photographie, elle a commencé par travailler dans un cabinet vétérinaire, puis elle a créé plusieurs entreprises. Comment est-ce que tu décrirais les relations au sein de ta famille à l'époque? On était très proches. On a toujours été extrêmement soudés. On a toujours pu compter les uns sur les autres. Mais j'avais l'impression que les autres entretenaient entre eux des liens de proximité plus étroits. Je ne sais pas si c'est à cause de mes parents ou de moi, mais j'ai développé très tôt le sentiment de compter un peu pour du beurre. Je ne voyais pas trop ma place au sein de ma famille. Enfant, ça a été très difficile pour moi. Quand est-ce que tu as ressenti le besoin de prendre tes distances? Assez tôt. J'ai commencé à travailler très jeune. Je crois que j'avais 12 ans quand j'ai eu mon premier petit boulot. Je travaillais beaucoup et à partir de ce moment-là, je passais moins de temps à la maison. C'était notamment dû au fait qu'avec 8 enfants qui courent partout, il y avait constamment des disputes, ce que j'avais du mal à supporter.
Je me souviens qu'avec ma sœur aînée, on se disputait tout le temps. On criait dans toute la maison, on se crêpait vraiment le chignon. À tel point que j'étais persuadée que j'avais été adoptée. Je ne voyais pas d'autre explication. On s'est vraiment fait du mal. Je veux dire, on a eu des paroles très blessantes. Et aujourd'hui, je travaille avec elle. Je pense qu'à un moment, on dépasse le stade des rivalités fraternelles et de la jalousie. On finit par accepter son passé et par reconnaître que chacun avait à l'époque sa façon de voir les choses. Comment parvenir dans ces moments-là à formuler des critiques constructives ou même juste à les exprimer? À l'époque, je ne me sentais pas prise en considération. Tu étais toujours au premier plan. Je pense que ce qui aide, c'est d'exprimer ses émotions et d'être honnête. Dire qu'on s'est senti blessé. C'est à ce moment-là que l'autre a aussi la possibilité de dire « je m'étais mal exprimé » ou « tant pis, c'est comme ça ». Mais il faut toujours exprimer son point de vue. C'est comme ça que je l'ai perçu, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je comprends que tu ne veuilles pas entendre ça, mais c'est mon expérience. C'est mon enfance. Au sein de la famille, on est beaucoup plus vulnérable parce qu'on sait beaucoup de choses les uns sur les autres. Ça relève davantage de l'intime. Personne ne peut nous faire honte autant que notre propre enfant ou notre propre frère. Et il est étonnant de constater, quand on aborde le sujet, combien de personnes n'ont plus aucun contact avec leurs frères et sœurs. Les conflits autour de l'héritage, notamment, font ressortir toutes les rancœurs qu'on avait mises en sourdine. Tu m'as toujours volé la vedette. Moi, j'étais invisible. Tout rejaillit à ce moment-là. Il faut couper court au conflit dès que l'on sent que la situation risque de dégénérer. Il faut lui couper l'herbe sous le pied immédiatement. Pourquoi pas en ayant recours à l'humour? On peut communiquer de manière très différente tant que la situation n'a pas encore tourné au vinaigre. L'idée est d'enrober un peu les choses tout en faisant passer le message. On met les points sur les i pour que l'autre comprenne notre point de vue. L'erreur principale consiste à penser qu'on doit absolument s'entendre avec ses parents. Quand on avoue qu'on a peu de contact avec ses parents, voire qu'on a coupé les ponts avec eux, je trouve qu'il est important d'ajouter « j'assume ». Il ne peut en être autrement chez nous et c'est plus facile pour moi que d'être encore en contact avec eux. Oui, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Je vais lui parler. Dans les conflits familiaux, je suis souvent celle qui sert de médiatrice. J'ai déjà réglé plusieurs disputes de cette manière, car la distance géographique me confère une certaine distance émotionnelle. Volker Kitz a lui aussi quitté sa ville natale après le lycée. Qu'est-ce qui l'a aidé à prendre ses distances avec sa famille ? Bonjour Ronia. Salut Volker. Enchanté. Ravi de faire ta connaissance. Je t'en prie, entre. Je te suis. Tu as des souvenirs de tes parents dans cet appartement ? À la maison, mes parents avaient des statues de saints. Ça, c'est l'une des plus petites. Je peux ? Bien sûr. Elle est en bois. J'ai essayé d'en vendre certaines. Je les ai mises dans une valise et j'ai fini avec une tendinite. Les statues de mes parents étaient si lourdes que j'en ai attrapé une tendinite. Je dirais que c'est le bon Dieu qui voulait que tu les gardes. En tout cas, il y en a au moins une qui est encore là. Ce piano vient de mes grands-parents. Il était déjà chez nous avant ma naissance. Il a d'abord été chez ma grand-mère et ensuite chez nous. Ma mère en jouait et moi aussi plus tard. J'ai pris des cours de piano pendant des années, mais sans jamais beaucoup pratiquer. On dit ça et puis on joue du Tchaïkovski. Ma mère avait aussi un orgue. Elle en jouait parfois. Elle interprétait des cantiques et des chants de Noël. J'ai grandi dans un petit village. Je dis village, même s'il comptait déjà à l'époque 2000 habitants.
Ma mère y avait ses racines. Elle connaissait tout le monde. Et elle était aussi enseignante à l'école primaire. J'étais donc le fils de la maîtresse. Et tout le monde scrutait mes notes. Je dirais que ma mère et moi, nous étions soumis à une certaine pression. Après avoir quitté ton village de 2000 âmes, tu as roulé ta bosse. Cologne, Berlin et même New York. Tu t'es toujours senti libre de tes choix? Ma mère avait des attentes très fortes. C'est-à-dire? Sur le plan professionnel, elle aurait aimé que je devienne prêtre. Catholique? Oui. Et puis, j'ai étudié le droit, comme mon père. Mes parents me disaient qu'avec le droit, on pouvait tout faire. Et c'est vrai. Mais dans le tout faire, il n'incluait apparemment pas se lancer dans une carrière d'écrivain, comme j'ai décidé de le faire. Tout, mais pas tout quand même. Et puis, il y a eu mon coming out. Ce n'est qu'après avoir quitté la maison que je me suis dit que j'étais peut-être gay, parce que ça n'existait pas dans notre village. Pendant mes séances de coaching, on me demande souvent comment prendre de la distance avec ses parents, comment réduire leur ascendant. En fait, il faut d'abord savoir si on est prêt ou si on accepte le risque de les décevoir. J'ai un exercice que je fais souvent pendant mes séances. Je demande quel a été le plus beau moment où vous avez déçu vos parents. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as été vraiment heureux ou fier de t'opposer à tes parents? Quand j'ai signé mon premier contrat avec un éditeur, j'ai été très fier et très heureux. Quel âge avais-tu? J'ai commencé à écrire juste après le lycée, quand j'avais 20 ans. Et mes parents ont été très étonnés. Curieusement, ce sont les choses auxquelles ils ne s'attendaient pas qui m'ont rendu le plus fier. Parce que je me suis toujours dit que ce qu'ils attendaient de moi était ce qu'ils me croyaient capable de faire. Il y a des choses qui leur semblaient aller de soi, où ils me disaient « Évidemment, tu vas y arriver ». Ce genre de remarques avait le don de m'énerver, parce que j'avais l'impression qu'ils ne voyaient pas la difficulté. Et finalement, j'ai réussi à atteindre un objectif tout à fait différent, auquel apparemment personne ne croyait. Les parents ont le devoir d'apprendre à leur enfant à être autonome. C'est ce qu'affirmait déjà Emmanuel Kant. Les parents n'ont pas le droit de laisser leurs enfants rester éternellement des enfants, mais ils doivent plutôt, dès leur naissance, s'intéresser à leur personnalité, à leur caractère, et les aider à devenir des adultes. S'ils n'y parviennent pas, ils ne doivent pas s'étonner que leurs enfants se détournent d'eux et qu'à un moment donné, ces derniers leur disent « Écoutez, maintenant je vais suivre ma propre voie, car j'ai le droit de vivre ma propre vie. » On peut avoir un moment dans la jeunesse où on pense qu'on veut rompre avec la tradition familiale. Je prends l'exemple dans le livre d'un boulanger, enfin d'un fils de boulanger, qui ne veut pas du tout reprendre la boulangerie de son père. Il pense qu'il veut faire autre chose, découvrir un autre horizon, et être graphiste à Paris et non pas boulanger en Provence. Mais il va mesurer avec le temps qu'en fait les odeurs, le travail manuel, l'artisanat, la relation directe face à face avec un client, un acheteur de pain, ça lui manque et il va reprendre la boulangerie de son père et la développer en une chaîne. Ce qui compte, c'est de trouver sa manière d'hériter. Un exercice instructif consiste à identifier les situations où l'on retombe en enfance, où on a l'impression d'avoir de nouveau 6 ou 8 ans et de ne pas savoir quoi faire. Dans ce cas-là, je renvoie mes clients à leur rôle d'adulte. Je leur demande comment ils sont au travail. Et je leur conseille d'aller voir leurs parents en prenant la même attitude. Ça peut aider, par exemple, de se présenter comme ça à son père, qui est peut-être un donneur de leçons. J'enfile ma veste et j'adopte une certaine posture. C'est un ancrage qui demande forcément un certain entraînement. Je n'ai jamais rendu visite à mes parents en costume 3 pièces. Mais qui sait, cela m'aurait peut-être aidé à m'affirmer. Et puis, le moment où tout bascule arrive parfois très vite. Celui où l'on doit soudain s'occuper d'eux. Que faire lorsque ses parents vieillissent et ont besoin d'aide? Quel est mon devoir en tant que fille aimante et dévouée?
Les chercheurs qui travaillent sur la démence parlent de maturité filiale. On a essayé de déterminer ce que les enfants adultes peuvent apprendre lorsqu'ils sont confrontés à la démence de leurs parents. Il y a d'une part le fait qu'on se sent adulte et qu'on ne réclame plus rien à ses parents. On ne se dit plus qu'ils doivent prendre soin de nous ou compenser quelque chose qu'ils n'ont pas fait auparavant. Et on ne laisse pas non plus nos parents nous culpabiliser. Le sentiment de dette et d'obligation est certainement celui qui est prépondérant dans la relation entre les enfants adultes et leurs parents. Cette prescription figure dans les 10 commandements. Tu honoreras ton père et ta mère, et d'ailleurs aussi dans toutes les religions du monde. Pour ma part, je m'y oppose. Je rejette cette idée selon laquelle nous devrions porter au citoné une dette sur nos épaules. L'obligation de rendre à nos parents quelque chose en échange de ce cadeau qu'est la vie. Cadeau que nous n'avons même pas demandé. Lorsque son père a développé une démence, Volker Kitz a dû prendre une décision difficile. Depuis le décès de sa mère dans un accident, son père vivait seul dans la demeure familiale. Que faire ? Volker a finalement décidé de le placer dans une maison de retraite près de chez lui. Il lui rendait régulièrement visite, l'emmenait en promenade l'après-midi et prenait le thé avec lui. C'est le banc où tu t'asseyais avec ton père ? Oui, on passait devant ce banc. On arrivait de là-bas pour aller au salon de thé. Et parfois on s'asseyait ici. C'était la dernière étape avant d'aller au café. Quels ont été les premiers signes de démence chez ton père ? Tout a commencé quand il s'est mis à remplir la maison de notes manuscrites. Il notait tout. Et un jour que je lui téléphonais, j'ai entendu de l'eau couler en arrière-fond. Je lui ai dit que j'entendais de l'eau couler et il m'a demandé ce qu'il devait faire. Il était perdu. C'est là que j'ai compris que le moment était venu, que ça ne pouvait plus continuer comme ça. La question était qui devait s'en occuper entre mon frère et moi. Étant écrivain, j'ai un emploi du temps plus souple. Mon frère, lui, est fonctionnaire. Il est en couple et ils ont un enfant. J'ai donc dit que ce serait moi. J'ai cherché dans le quartier près de chez moi. Et j'ai trouvé une maison de retraite qui paraissait accueillante. D'où vient ce sens des responsabilités ? Je pense qu'il est dû en partie à ma mauvaise conscience. Une option aurait été de retourner vivre avec lui dans la maison familiale. J'y avais encore ma chambre d'enfant. Mais ça m'aurait obligé à laisser ma vie ici, mon compagnon, mes amis, et ce pour une durée indéterminée, car on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Je pense que c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps avec lui ici, parce que je me demandais toujours si je n'aurais pas dû faire autrement. Et l'autre raison, c'est qu'il m'a toujours bien traité. C'est lui qui a accueilli mon compagnon au sein de la famille et qui a fait comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, même si ce n'était pas le cas à l'époque. Il nous a bien traités tous les deux et nous lui avons rendu l'appareil. Lorsque les parents deviennent dépendants, on commence souvent par se dire qu'on doit s'en occuper soi-même, parce qu'on est un bon fils ou une bonne fille. Mais il faut prendre en compte la société telle qu'elle est aujourd'hui. Tout le monde travaille, a des enfants. S'occuper soi-même de ses parents, c'est s'exposer à une double, voire une triple charge. Sans compter que les personnes âgées aujourd'hui ne vont souvent pas avoir besoin d'aide pendant 3 ou 4 ans, mais pendant bien plus longtemps. Il faut donc en être conscient et se demander si on en est capable ou non. La grande majorité des gens décident que ce n'est pas possible et jugent normal de faire appel à des prestataires de services, à un réseau de professionnels. Ils ne veulent pas courir le risque du burn-out ou de l'épuisement. Nos parents sont les seuls à pouvoir nous raconter certains événements, à nous transmettre certaines anecdotes sur notre enfance. Et en retour, les enfants permettent à leurs parents de raviver leur mémoire, de se remémorer certains souvenirs. C'est la même chose avec la fratrie. On peut demander de l'aide pour déménager ou arroser ses plantes à des voisins ou à des amis. Mais échanger sur la façon dont on comprend ses parents, ou peut-être reparler des raisons pour
pour lesquels certaines choses étaient difficiles pendant l'enfance, on ne peut le faire qu'avec ses frères et sœurs. C'est pour cela qu'ils sont aussi précieux. Que ferais-tu différemment de tes parents? Ou qu'as-tu fait différemment? Je pense que la grande différence, c'est la communication sur les émotions. C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment appris ou connu au sein de ma famille étant enfant. Par exemple, je suis en mesure de dire clairement aujourd'hui que je suis à bout, que telle chose ne me convient pas ou que j'ai du mal à m'en sortir. Parfois, on est en colère et on a besoin d'un moment pour se calmer. Tout ça, c'est une démarche que j'ai dû apprendre. Y a-t-il eu des choses que vous avez dû vous pardonner mutuellement? Oui, je pense que oui. J'ai dû élever 8 enfants pendant que mon mari faisait tourner l'entreprise. La vie n'était pas facile. Parfois, en tant que mère, on ne comprend pas ce qui a blessé nos enfants ou ce qui a fait qu'ils se sont sentis délaissés. Un jour, lors d'une discussion avec eux, je leur ai demandé de me pardonner s'ils le voulaient bien, pour que ça ne leur reste pas sur le cœur. Quand on est en bon terme avec ses parents, mais qu'ils nous agacent un peu ou que quelque chose nous reste en travers de la gorge, je trouve que c'est un bon exercice de se mettre à leur place et de se demander ce qu'ils ont vécu, quel genre d'adultes ils étaient quand on était enfant. Et souvent, on prend conscience, par exemple, que notre mère travaillait d'arrache-pied, qu'elle était sous pression. Changer de perspective permet de comprendre un peu mieux les choses et de réaliser que nos parents étaient peut-être les meilleurs parents qu'ils pouvaient être à l'époque. J'allume toujours 2 bougies. Une pour les défunts de la famille et une pour les vivants. On peut en allumer pour les vivants? Bien sûr. Je pensais que c'était réservé aux morts. Non, on peut aussi en allumer pour les vivants. Ou pour soi-même. Aussi pour soi-même? Oui, tu en veux une pour toi? Pour moi, ça a été très instructif de découvrir un peu plus concrètement, à travers des documents, la vie de mes parents avant ma naissance. Bien sûr, j'avais entendu des anecdotes, mais ce n'est que lorsque nous avons vidé la maison familiale, par exemple, que j'ai compris que ma mère voulait à l'origine entrer dans les ordres. Ma famille correspondait avec des religieuses du monde entier. J'ai aussi appris que mon père avait 10 ans lorsqu'il a fait la connaissance de son propre père. Celui-ci était revenu de la guerre traumatisé, et il ne parlait presque pas à table. Mon père a hérité de ce silence. J'avais entendu parler de ces histoires par bribes, mais quand cela s'accompagne de photos ou de documents, elles prennent soudain vie, je trouve. Comment réussir à faire le point sur son histoire familiale de manière saine? Beaucoup de gens m'écrivent pour me dire qu'ils ont lu le livre sur mon père et m'envoient en même temps le récit de leur propre histoire familiale, qui fait parfois 50, 100 pages, voire plus. Ils n'envisagent pas de le publier, mais ils disent que cela leur a permis justement de faire le point. Je pense, en tout cas c'est mon impression, que le fait d'apporter un cadre, de mettre en ordre, de coucher sur le papier son histoire, fonctionne pour beaucoup de gens. C'est un bon moyen de faire le point. Dans quelle mesure faut-il, à un moment donné, accepter sa famille comme elle est? Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de l'accepter telle qu'elle est. Ces derniers temps, il m'arrive souvent de me dire « Tiens, je fais comme mon père » ou « Je fais comme ma mère ». Ce n'est pas surprenant et c'est même tout à fait normal. Ce serait d'ailleurs étonnant de n'avoir rien hérité de ses parents. Et j'ai le choix, lorsque je m'en rends compte, de réfléchir à ce que je souhaite garder d'eux ou non. Peut-être qu'au final, il s'agit de savoir trouver le bon dosage, comme le DJ à sa table de mixage. Ce que raconte très bien Didier Ribon, dans Retour à Reims, c'est qu'il a cru que ça allait être possible
qu'il allait pouvoir s'inventer ce que j'appelle l'illusion moderniste, en rompant avec son milieu social, prolétaire, ouvrier. Mais comme il l'écrit très bien, ça ne marche pas. Il y a un moment, on revient à son histoire. De toute façon, si on n'y revient pas, elle va revenir. Et donc toute l'idée, c'est de savoir l'accueillir. C'est mon histoire. Je suis bien l'enfant de ces parents-là, mais il ne faut pas prendre ça comme un déterminisme. Il faut prendre ça comme un héritage. Je pense que la seule chose qui peut nous aider, c'est de prendre cela avec un peu d'humour. La famille, c'est notre chair, notre sang. Ce n'est pas pour rien qu'on parle des liens du sang. Et ces liens sont plus forts que tout. Que l'on s'inscrive dans leur pas ou que l'on essaie au contraire de s'en démarquer, ils constituent toujours la toile de fond sur laquelle nous construisons notre propre vie. Bien sûr, j'influence moi aussi mes enfants avec l'image que j'ai de mes parents. Ces rôles, on peut choisir de les figer pour toujours au sein de la famille et se construire ainsi sa petite prison. Mais on peut aussi choisir de s'en défaire, de s'en affranchir, notamment quand on quitte le cocon familial. C'est pourquoi il est parfois bénéfique de prendre le large, car ce temps loin des siens permet de se redécouvrir, de se réinventer complètement, et ensuite de retrouver sa famille avec cette nouvelle image de soi qu'on s'est forgée. Tutta la realtà